Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde pour ou contre avec le docteur Aurélien Dine, infectiologue à la PHP, sur la thématique de reste-t-il une place pour les fluoroquinolones en urologie. Donc vous savez que l'infectiologie urinaire concerne tout urologue en exercice puisque nous sommes amenés à prescrire quotidiennement les antibiotiques dans ces indications. L'urologue doit donc nécessairement s'intéresser à cette thématique en tant que prescripteur quotidien d'antibiotiques. Il en vient de sa responsabilité de prescrire correctement les antibiotiques pour que ceux-ci soient toujours efficaces demain. Vous savez que dans ce contexte, les fluoroquinolones sont encore extrêmement prescrites en urologie, probablement trop prescrites. Ce sont des antibiotiques qui ont de très nombreux atouts, très bactéricides, biodisponibles, avec notamment une excellente diffusion prostatique et rénale, ce qui nous intéresse au plus haut point, et une forme péros qui facilite beaucoup leur usage en ambulatoire. L'émergence de résistance est par contre très préoccupante, avec des résistances aux fluoroquinolones qui concernaient plus de 11% des Escherichia coli en 2018, et une consommation d'antibiotiques en France qui demeure environ 30% supérieure à la moyenne européenne, ce qui nous positionne en très mauvais élèves au niveau européen. De nombreuses actualisations des recommandations françaises et européennes notamment mettent en garde contre le mésusage des fluoroquinolones, et c'est dans ce contexte qu'on peut se poser deux questions. Doit-on bannir totalement cette classe d'antibiotiques de nos ordonnanciers, ou au contraire, existe-t-il encore une place de choix à cette classe médicamenteuse à bon escient? La question de la place actuelle des fluoroquinolones en urologie est donc ouverte, et je laisse la parole au docteur Aurélien Dine qui se fera l'avocat du non. Bonjour, je m'appelle Aurélien Dine, je suis infectiologue, je suis membre du CIAFU et j'ai donc le plaisir de partager cette session avec Elisabeth sur la place des fluoroquinolones actuellement en urologie. Alors moi, je vais défendre le contre. Elsa vous présentera ses arguments pour. D'abord, les fluoroquinolones, c'est une famille de molécules antibiotiques regroupées à l'intérieur des quinolones. La première qui est apparue, c'était l'acide nalidixique, puis les fluoroquinolones, plus efficaces, et puis les dernières que vous connaissez peut-être, la lévofloxacine ou la moxifloxacine, qui sont des fluoroquinolones qui ont une action sur les cocci gram-positifs et en particulier les pneumocoques. C'est une molécule qui a été très utilisée et qui est très utilisée encore, notamment en neurologie. Alors pourquoi est-ce qu'elle est si utilisée? En fait, c'est une molécule qui est victime de son succès. C'est une molécule qui a une grande activité vis-à-vis des entérobactéries, et en particulier l'Escherichia coli, Klebsiella, mais aussi Pseudomonas, sous sa forme ciprofloxacine, qui sont les bactéries qui nous intéressent évidemment en neurologie. Et puis, elles sont actives pour certaines sur les cocci-gram+, notamment Staph doré, et puis pour les nouvelles, sur les streptocoques, et en particulier les pneumocoques, ce qui nous concerne moins en neurologie, mais ce qui témoigne d'un spectre très très large. Donc, vous voyez qu'elles sont actives sur les bacilles gram négatifs et sur les cocci gram positifs. On en déduit qu'une molécule qui a un large spectre, elle induit aussi des résistances de manière importante, puisque donc les bactéries qui échapperaient à son action seront des bactéries résistantes à un certain nombre de classes d'antibiotiques. Alors, quand même, il faut préciser, les quinolones, elles n'ont pas d'effet sur l'entérocoque, sauf les nouvelles, mais uniquement quand il faut les tester pour s'en assurer. Elles ont très peu d'effet sur les anaérobies, sauf les nouvelles. Elles n'ont pas d'effet sur la listeria, mais ça nous concerne moins aujourd'hui. Alors, le problème des quinolones et des fluoroquinolones, c'est leur résistance. C'est-à-dire que quand elles ont été victimes de leur succès, elles ont été très utilisées pendant longtemps, parce que c'est une molécule efficace, avec une très bonne biodisponibilité, et puis une efficacité importante avec des CMI qui étaient jusque-là assez basses. Le problème, c'est que du fait de cette utilisation importante, voire massive, les bactéries ont développé des résistances. Par ailleurs, c'est une classe un peu particulière, puisque c'est une classe pour laquelle les bactéries développent facilement des résistances, et très rapidement. Une exposition d'un jour ou deux au quinolone permet déjà aux bactéries de développer de la résistance. Et ça, c'est dû à un mécanisme d'action qui est une inhibition de la synthèse des protéines au niveau du ribosome. Qu'est-ce qui nous intéresse en pratique? Quand vous prenez des infections urinaires à risque de complications,
et que vous regardez la prévalence de résistance au fluoroquinolone, on est déjà quasiment à 20%. Dans 2 cas sur 10, quand vous prescrivez une fluoroquinolone à quelqu'un qui a une infection urinaire à risque de complications, vous n'êtes pas efficace. 2 cas sur 10, c'est beaucoup. Et c'est insuffisant, c'est beaucoup trop pour pouvoir autoriser à ce qu'elle soit prescrite de manière probabiliste, à mon avis, dans cette situation. Alors, non seulement c'est la situation actuelle, mais la situation se dégrade. Si on regarde la sensibilité à ciprofloxacine, d'après l'Observatoire national de la résistance bactérienne, on s'aperçoit que si on regarde l'Enterobacter cloacae, donc les petits triangles verts, Proteus mirabilis, les carrés jaunes, les Escherichia coli en bleu ou Klebsiella pneumoniae en carré mauve, on s'aperçoit que la sensibilité diminue. La sensibilité diminue, donc la résistance augmente, bien sûr. Donc vous voyez que non seulement on a déjà une résistance augmentée, mais en plus, elle ne va qu'en s'accroissant. Si on focalise juste sur Escherichia coli et qu'on regarde la sensibilité à ciprofloxacine, on retrouve les mêmes choses. On retrouve une diminution de la sensibilité aux ciprofloxacine, que la souche soit déjà une souche résistante, notamment résistante à l'amoxicilline. Donc, on a déjà des problèmes de bactéries résistantes. Enfin, et peut-être plus intéressant, quand on regarde les facteurs de risque de complications, qu'il s'agisse d'uropathie, de grossesse, d'immunodépression, de diabète ou d'insuffisance rénale, plus le patient présente un certain nombre de ces facteurs de risque, plus la probabilité de résistance est augmentée. On a un effet cumulatif, c'est-à-dire qu'un patient qui présente un facteur de résistance a une probabilité moindre d'être résistant qu'un patient qui en a 3 ou 4. Ça paraît intuitif, mais c'est important. Et donc, c'est des facteurs d'interrogatoire, c'est des facteurs d'interrogatoire qui permettent de nous dire si le traitement qu'on va choisir est probablement efficace ou probablement inefficace. On parlait tout à l'heure de l'émergence rapide de résistance au fluoroquinolone. Et quand on prend chez les volontaires sains qu'on expose à la lévofloxacine, donc c'est une nouvelle fluoroquinolone antipneumococcique, on s'aperçoit que très rapidement, on a une restriction, une diminution de la densité des entérobactéries, et surtout dans le graphique de droite, vous voyez qu'on a une augmentation majeure des souches résistantes, alors que chez les contrôles, bien sûr, on n'a pas d'augmentation de la résistance. Donc très rapidement, et de manière massive, dès vous prélevez des quinolones, vous avez l'émergence de résistance. Donc à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, l'utilisation de ce médicament entraîne une résistance importante dans la population, ce qui limite son utilisation par la suite. Et puis, il y a les effets indésirables. Et qu'on prend la base de l'assurance maladie de Taïwan et qu'on regarde les événements cardiovasculaires, dissection ou anévrisme, on s'aperçoit que plus vous prescrivez les quinolones longtemps, plus le risque de dissection aortique ou d'anévrisme aortique est important. Et donc, on voit que les prescriptions répétées peuvent induire le même risque. Et encore une fois, ce n'est pas un risque banal, puisqu'il s'agit de complications cardiovasculaires. Donc, encore une fois, si on prescrit les quinolones, il faut les prescrire à bon escient et pour une durée plutôt courte. D'ailleurs, si on prend les recommandations SPILF-AFU, Société de pathologie infectieuse française et Agence française d'urologie, on se rend compte que dans la cystite simple, vous voyez que les fluoroquinolones n'ont plus de place. Le traitement de premier choix est la fosfomycine. Le deuxième, c'est le pulmécinam. Éventuellement, en troisième, on peut utiliser des fluoroquinolones. Mais encore une fois, je ne le recommande pas. Pour les cystites à risque de complications, encore une fois, c'est les patients qui ont encore un plus grand risque de résistance. Vous voyez que les fluoroquinolones n'apparaissent pas. Enfin, quand il s'agit de pyélonéphrite, simple, sans signe de gravité, on peut prescrire de manière probabiliste, d'après les recommandations, soit ciprofloxacine, soit céphalosporine troisième génération. À mon sens, ce qui doit préjuger à la prescription d'antibiotiques, c'est le fait que le patient soit hospitalisé ou pas. S'il est hospitalisé, il vaut mieux faire une céphalosporine parentérale qu'une fluoroquinolone pérose. Si par contre il sort, bien évidemment, pour la facilité de prise et la facilité d'administration, on peut privilégier les fluoroquinolones. Encore une fois, ça nécessite la recherche de l'absence de facteurs de risque chez ces patients. Je vous rappelle que dans 20% des cas, les patients sont résistants. Alors ça, c'est intéressant parce que dans les pyélonéphrites graves, sévères, avec critères de gravité, on voit que les fluoroquinolones ne sont pas recommandés. Ce n'est pas une molécule d'urgence. C'est une molécule qui doit être utilisée quand on a documenté la sensibilité et pour faciliter le retour au domicile ou l'administration. Et vous voyez que dans les relais, les quinolones sont acceptables. Mais encore une fois, ça ne doit pas être notre premier choix. Notre premier choix, ça doit être plutôt
l'amoxicilline ou l'augmentin, enfin des molécules à spectre plus réduit, afin d'encore une fois de limiter l'émergence de résistance. Ce qui est intéressant avec les quinolones, c'est qu'elles sont tellement efficaces qu'on peut réduire la durée de traitement, ce qui permet probablement de limiter les résistances. Donc encore une fois, si vous avez un patient qui présente une infection urinaire à germes sensibles, dans ce cas-là, vous prescrivez une fluoroquinolone pour une durée courte. 7 jours est la recommandation pour la pyélonéphrite simple, il y a donné à 5 jours. Et pour la pyélonéphrite à risque de complications, vous voyez que la fourchette basse, la limite basse, c'est 10 jours et on peut peut-être encore un peu diminuer. Donc un intérêt peut-être pour les traitements courts. Pour l'homme, c'est un peu différent, car les infections parenchymateuses de l'homme, et en particulier prostatiques, sont des infections difficiles à traiter du fait du tissu prostatique qui est lipophile. Et il n'y a que 2 molécules Péros qui sont recommandées, qui sont donc les fluoroquinolones ou le cotrimoxazole, qui permettent un traitement Péros optimal. Donc, encore une fois, idéalement, chez les patients pour lesquels on a documenté la sensibilité, et encore une fois, à mon avis, c'est à proscrire en probabilisme. Pour conclure, je dirais de manière provocatrice que les urines troubles ne sont pas un signe de déficit en fluoroquinolone. On voit trop souvent des patients qui ont une pyurie et qu'on traite par fluoroquinolone sans feuille de CBU, alors que quand bien même, il n'y a pas d'indication à l'antibiothérapie. Donc ça, la première chose, c'est effectivement ne traiter que des vraies infections et ne pas traiter les colonisations. La deuxième chose, et ça c'est encore plus spécifique pour les fluoroquinolones, c'est qu'il ne faut pas les utiliser en probabiliste, sauf peut-être chez le patient sans aucun facteur de risque qu'on veut renvoyer à domicile. Il ne faut certainement pas traiter à petite dose, il faut traiter à bonne dose. Il ne faut certainement pas traiter une durée prolongée, il vaut mieux traiter de manière plutôt courte. Donc les fluoroquinolones, elles ont encore une place en urologie, mais à mon avis, elles sont très restreintes. C'est presque pas un problème hospitalier, en tout cas ça ne doit pas l'être. Et il faut savoir l'utiliser avec parcimonie pour préserver leur efficacité, qui encore une fois est non seulement limitée, mais le sera de plus en plus. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc Aurélien a beaucoup insisté sur le fait qu'il ne faut plus utiliser les fluoroquinolones, notamment en prophylaxie et bien entendu au long cours. Mais il reste quand même une unique indication urologique qui résiste encore et toujours au banc des fluoroquinolones dans ce contexte, c'est quand même la prophylaxie pré-biopsie prostatique, puisque l'ofloxacine reste encore aujourd'hui recommandée 1 heure à 2 heures avant la biopsie prostatique à la dose de 400 mg. Pourquoi est-ce que cette indication est la seule qui persiste en prophylaxie? Ça a été un sujet de vaste débat en 2019, notamment suite à la publication d'une lettre de l'EAU que vous voyez sur la droite, publiée le 3 juin 2019, qui répondait à d'autres courriers au niveau de la Commission européenne qui suggéraient et qui conseillaient fortement un ban des fluoroquinolones dans les indications de prévention des infections urinaires récidivantes, de prévention des infections après les interventions chirurgicales urologiques, incluant bien sûr les interventions au niveau de la prostate et les biopsies prostatiques, en conseillant de ne plus utiliser les fluoroquinolones dans ces indications et notamment dans la biopsie. Ça a été problématique comme lettre et les consignes, les changements conseillés suite à cette lettre ont posé question. Ce à quoi a répondu le CIHU et notamment le professeur Bruyère par une lettre qui a été publiée sur Eurofrance en réponse à cette lettre de l'EAU et qui répondait que les fluoroquinolones sont tout de même encore les seules molécules qui ont une validation de niveau 1 dans cette indication, que la prophylaxie ciblée après un prélèvement rectal, c'est-à-dire après un écouvillon rectal qui permet d'identifier des micro-organismes et de cibler la prophylaxie sur ces micro-organismes ciblés avant la biopsie, présenter des taux d'infection post-biopsie prostatique très supérieurs à la prophylaxie par ofloxacine, donc non ciblée, avec des taux d'infection qui allaient de 4 à 10% post-biopsique contre 2,8 qui est la moyenne du taux d'infection post-biopsie prostatique, et que la voie transpérinéale, qui est l'alternative recommandée aux biopsies prostatiques par voie transrectale, n'est pas encore disponible partout facilement, n'est pas encore facilement techniquement réalisable par l'ensemble des urologues et que sa supériorité n'est d'ailleurs pas prouvée de fort niveau de preuve par rapport aux biopsies transrectales. On concluait donc qu'aucun argument ne permettait aujourd'hui de modifier les recommandations nationales qui recommandent toujours l'utilisation de l'ofloxacine en prophylaxie 1 à 2 heures avant les biopsies prostatiques. Donc cette indication est la seule qui persiste en prophylaxie.
Pour l'utilisation des fluoroquinolones en urologie, bien entendu pour traiter les infections parenchymateuses, communautaires, les pyélonéphrite aiguë simple de la femme, et pour les infections urinaires communautaires masculines, sans critère de gravité, bien entendu du fait, entre autres, de leur excellente diffusion prostatique. Aurélien vous a déjà montré ces deux diapositives, donc je ne vais pas insister, mais c'est juste pour vous rappeler qu'effectivement, dans les recommandations de la SPILF et de l'AFU, pour la pyélonéphrite aiguë simple, sans critère de gravité, par exemple chez la femme jeune, la ciprofloxacine ou la lévofloxacine est recommandée comme traitement en fait, ambulatoire, PEROS, probabiliste, bien sûr, toujours à réadapter dès que possible à l'obtention de l'antibiogramme, avec une alternative qui est représentée par les C3G injectables, mais qui est de réalisation un petit peu plus complexe en ambulatoire. Et avec effectivement également une indication des fluoroquinolones en stratégie probabiliste de l'infection urinaire masculine, bien entendu identiquement sans signe de gravité, mais avec un traitement qui ne peut pas être différé, donc avec un patient qui est symptomatique et qui nécessite un traitement d'emblée en probabiliste. Donc dans ce cas-là, la ciprofloxacine ou la lévofloxacine peut être administrée en probabiliste avec un relais de la même manière dès que possible. Donc bien sûr, pour ces infections parenchymateuses, le traitement par fluoroquinolone est tout à fait possible et recommandé en l'absence de critères de gravité, on insiste là-dessus, et en cas de prise en charge en ambulatoire, puisque la forme PEROS est dans ce contexte à privilégier et que la forme injectable est réservée, si possible, aux patients hospitalisés. Le traitement par fluoroquinolone en probabiliste n'est par contre pas possible et non recommandé en cas de facteur de risque de résistance au fluoroquinolone. Aurélien vous en a parlé juste avant, je n'insiste pas. Donc pourquoi? Pour leur grande efficacité et leur forme PEROS qui permettent un traitement non seulement ambulatoire facilement réalisable, mais également un traitement le plus court possible du fait de leur grande efficacité avec une excellente bactéricidie et une excellente biodisponibilité, avec un traitement qui peut descendre jusqu'à 7 voire 5 jours pour la pyélonéphrite aiguë. Et on réinsiste sur le fait que le traitement doit systématiquement être réévalué dès que possible, dès l'obtention de l'antibiogramme, avec si possible un relais vers autre chose que des fluoroquinolones. Aurélien vous en a déjà beaucoup parlé. Pourquoi ne pas utiliser les fluoroquinolones lorsque d'autres alternatives sont possibles? Parce que les fluoroquinolones sont une classe qui est extrêmement prescrite dans également beaucoup d'autres situations que les infections urinaires, et qu'il est également primordial de diminuer l'utilisation de cette classe thérapeutique pour toutes les autres indications pour préserver leur efficacité dans l'avenir. Donc là, je vous rappelle simplement que l'ANSM a publié en 2019 qu'elle recommandait de ne pas prescrire les fluoroquinolones pour toutes les infections non sévères, spontanément résolutives ou de sévérité légère à modérée dans les autres indications hors système urinaire, hors urologie, notamment tout ce qui est ORL, bronchique ou pulmonaire. En conclusion, les fluoroquinolones sont une classe thérapeutique qui est extrêmement efficace, qui garde bien entendu une place de choix dans le traitement des infections urinaires masculines et féminines, parenchymateuses communautaires, tous les mots sont importants, bien sûr en l'absence de critères de gravité, en l'absence de facteurs de risque de résistance, si possible à privilégier pour les prises en charge en ambulatoire, et tous les patients hospitalisés doivent être traités par C3G injectables jusqu'à obtention de l'antibiogramme et avec une réévaluation systématique dès que possible dès obtention de l'antibiogramme. Pourquoi les préserver? Pourquoi les prescrire exclusivement dans les bonnes indications pour préserver leur efficacité au fil du temps, pour prévenir l'apparition des résistances qui sont déjà très préoccupantes? Il faut donc les utiliser, mais les utiliser à bon escient et en faire le bon usage. Ne plus les utiliser en prophylaxie, en dehors de la biopsie prostatique. Et pour les patients qui ne présentent pas de facteur de risque de résistance, ne plus les utiliser dans le traitement des cystites, ne pas les utiliser sans fondement dans les autres indications non urologiques. Nous vous remercions de votre attention.